Et bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo, je suis Théo et je vous accueille aujourd'hui sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, aujourd'hui, et si on lisait Poésies et autres textes écrits par Stéphane Mallarmé. C'est notre quatrième live sur cette œuvre, sur ce regroupement de textes on pourrait dire. C'est également le dernier si vous me suivez en rediffusion sur YouTube. Comme d'habitude, je vous invite à jeter un œil à la description de la vidéo ainsi qu'à la barre de lecture de la vidéo. Vous y trouverez des timecodes qui vont vous permettre de passer l'introduction, de passer les pauses que j'effectuerai dans ma lecture et d'aller directement au texte de votre choix. Sachant que ce soir nous lirons deux textes issus des divagations, si je dis pas de bêtises, à savoir le texte Crise de verre, le texte Le mystère dans les lettres, et enfin le texte Un coup de dé jamais n'abolira le hasard. Voilà, voilà, tout un programme. Je vais essayer d'entrer un peu dans le détail des choix que j'ai opérés, parce que oui, j'ai dû opérer des choix sur cette lecture. J'ai décidé de ne pas vous lire l'intégralité du bouquin. On va en parler. Ça a été compliqué de faire des choix, mais j'ai fait le job et je vais vous expliquer quelle a été ma démarche. Mais pour l'heure, nous sommes en live, et je vais donc accueillir avec un grand plaisir les gens qui me rejoignent. Bonjour Gaspard, bonjour Charline, comment allez-vous? Ça me fait plaisir de vous voir. J'espère que c'est la joie chez vous. Euh, Moi, je suis un peu la voix cassée, j'ai l'impression. Peut-être, il se peut, il se peut que j'ai peut-être chanté l'album de Blink 182 à peu près 100 fois depuis 2 jours. Mais bon, à part ça, ça devrait le faire. À part ça, ça devrait le faire. Écoutez, ça va plutôt bien. C'est gentil de demander. Vous êtes vraiment mignon. Non, ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien. Je vous lis rapidement. Donc, j'ai commencé à écouter les contes de vendredi soir. J'adore. Ah, je suis content. Je l'ai mis de côté justement. On a commencé la lecture des contes nocturnes d'Ernst Theodor Amadeus Hoffmann depuis donc vendredi 21h. Pour le moment, c'est un gros coup de cœur, j'ai l'impression. Enfin, un gros coup de cœur, je sais pas. En tout cas, c'est très intéressant et très intriguant. Ça me donne envie. Je le classifierais peut-être pas comme coup de cœur malgré tout, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié et dont j'ai hâte de voir la suite. La suite de la lecture sera directement mardi à 21h. On va parler encore une fois un petit peu des lives à venir. Désolé, hein, je me répète un peu, mais j'essaie de le dire sur mes différents lives, mes différents types de lives et mes différentes œuvres, parce que tout le monde n'a pas écouté par exemple Pirandello, tout le monde n'a pas écouté Hoffman, tout le monde n'a pas écouté Mallarmé. Comme ça, j'essaie de mettre au courant un peu tout le monde, un maximum de gens. Et puis j'essaie aussi de vous dire les choses au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure qu'elles se forment dans mon esprit, tout simplement. C'est ambiance Halloween, tout ça. C'est vrai que j'avais fait un peu exprès de réserver les contes nocturnes à cette période parce que je me suis dit qu'on tomberait à peu près dans la période Halloween et que l'ambiance s'y prêterait parfaitement. Je viens de finir La chute de la maison Usher sur Netflix, inspiré d'Edgar Allan Poe. Ah, je savais pas que c'était inspiré d'Edgar Allan Poe, la maison Usher. Je l'ai vu passer, mais je ne savais pas. Tu m'apprends quelque chose. Moi, je pensais que c'était la maison Usher, genre le rappeur. Genre n'importe quoi, tu sais. Bref. Ok. Je vais essayer de récapépète un petit peu ce qui s'est passé dans mon esprit. Par quoi on commence? On commence par les semaines à venir, comme ça on se débarrasse de ça et ensuite on se consacre à l'œuvre qui nous intéresse aujourd'hui. Ce soir, on a un dernier rendez-vous de 21h à minuit pour la veillée de la semaine sur mon Discord. Pour ceux qui le désirent, nous pourrons parler, nous pourrons jouer à des jeux de société. Comme d'habitude, on s'amuse bien, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Euh, Sachant que ce sera la dernière veillée avant au moins 2 semaines, je pense. En tout cas pour moi. Parce que les semaines à venir vont être fortement chamboulées pour ma part. Et en fait, le truc un peu embêtant, c'est que je ne vais pas pouvoir vous tenir au courant très précisément de ce qui va se passer lors des semaines suivantes. C'est ça qui est un peu pénible. C'est-à-dire que ça va être très chamboulé, mon programme, ça va être très chamboulé, même ma vie. J'ai plein de choses à faire et j'ai plein de choses à faire dont je ne suis pas sûr qu'elles vont se faire, ni de la manière dont elles vont se faire, et ainsi de suite. Donc, j'essaie de vous tenir au courant. Ce soir, veillez. En effet, on fait des jeux de société. Alors après, Gaspard, tu peux rejoindre avec plaisir le Discord. Je t'accueillerai avec plaisir, il n'y a aucun souci.
Par contre, je te garantis pas qu'on fasse des jeux de société ce soir. C'est une fois de temps en temps, en veillée, on fait soit on discute, soit on fait des jeux de société, soit on fait même des tier lists ou que sais-je. On s'amuse de mille et une manières différentes. Donc j'ai envie de dire, ça dépend un petit peu du mood de la journée, ça dépend un petit peu des gens qui sont là et ainsi de suite. Mais en tout cas, tu peux nous rejoindre avec plaisir, il n'y a pas de problème. Les épisodes de La Maison Usher ont des titres de nouvelles d'Edgar Allan Poe. Waouh, c'est trop cool, je trouve ça trop bien. Ok. Et du coup, Gaspard, pour essayer de t'éclairer un peu là-dessus, souvent quand on joue à des jeux, ça va être soit des jeux, tu sais, par navigateur du style Gartic Phone, Scribblio, on peut faire aussi un Codenames par exemple, ou ce genre de choses. Soit des jeux vraiment de société plus conventionnels, même si Codenames c'est un jeu de société, mais bref. Des jeux de société du style qu'on pourrait trouver sur le site Board Game Arena. Je sais pas si tu connais, mais c'est un site qui nous permet de jouer à des tas de jeux de société sortis réellement, quoi, réellement en version physique dans le commerce, quoi. J'ai l'impression d'avoir un peu la bouche empâtée et l'esprit embrumé. Je crois que je suis un peu fatigué. Je crois que je suis un peu fatigué et je crois que je suis pas tout à fait, tout à fait au clair. Mais bon, je vais essayer de faire au mieux pour rester compréhensible. Donc, ça c'est une part des choses. Pour au moins les 2 semaines à venir, j'envisage que ça va être difficile pour moi de vous dire très précisément mon programme des lives. Ce qui fait que je pense vous tenir au courant aussitôt que je suis moi-même au courant en fait. Mais qu'il y aura peut-être des petits imprévus, des petits impondérables et des choses que j'avais prévues qui risquent de changer ou des choses que je n'avais pas prévues qui risquent de popper soudainement. Donc voilà, pour les 2 semaines à venir, dites-vous que ça va être beaucoup plus aléatoire que d'habitude. Par contre, une fois qu'on sera revenu à la normale, j'estime ça à début novembre, je pense que pour le mois de novembre, en tout cas pour le moment ça a l'air de se présenter comme ça, pour le mois de novembre, je pense qu'on sera sur un rythme beaucoup plus régulier, beaucoup plus cadré, que je pourrai beaucoup plus vous communiquer. Donc, ce que je peux vous dire de manière certaine, c'est que mardi à 21h, nous poursuivons la lecture de Contes Nocturnes d'Hoffmann avec la nouvelle Ignace Denner. Ça c'est certain. Ça c'est certain. Ensuite, il n'y aura plus aucun autre live cette semaine. Ça c'est certain aussi. La semaine d'après, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais faire des lives du tout. Et je ne sais même pas si je pourrais en faire. Donc là, ça sera un peu la surprise. Je vais pas vous mettre de programme de live la semaine du 30 du coup. Parce que vraiment, ça risquerait d'être trop annulé et ainsi de suite. Par contre, ce que je peux vous dire dans les informations à peu près sûres, c'est que le 1er novembre sort le jeu Songs of Nunu. On a terminé de jouer ensemble à Orwell Keeping an Eye on You. On va passer sur quelque chose de beaucoup plus léger, un jeu de plateforme un peu à l'ancienne comme dans notre enfance, Rayman, Spyro et tout. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que c'est un peu ces ambiances-là. Avec Songs of Nunu, un jeu tiré de l'univers de League of Legends, qui a l'air très 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 sympa. Je ne le ferai pas forcément à partir du 1er novembre, puisque vous l'aurez compris, ça tombe dans les semaines où c'est un peu chamboulé. Par contre, je vais certainement le faire en live, quasiment sûr, et aussi vite que possible, j'ai envie de dire, parce qu'il me tarde d'y jouer. Donc ça, c'est pour les lives gaming. Pour les lives lecture, après le live de mardi, comme je vous disais, impossible de vous dire quand ça va revenir. La chose qui va être sûre, c'est que en novembre, a priori, je vais pouvoir revenir de manière plus régulière, plus précise, plus fréquente. Et du coup, je réinstaurerai les créneaux classiques du mardi et du vendredi 21h sur Contes Nocturnes et du dimanche 14h sur une nouvelle œuvre, puisque nous terminons Poésies et autres textes de Mallarmé aujourd'hui. Je n'ai pas encore décidé quel sera cet autre texte. Il s'agira peut-être de... Hop, je l'ai juste ici. Du banquet de Platon. Parce que c'est vrai que j'ai envie de réincorporer un peu de philosophie sur la chaîne et que je trouve ça intéressant de vous faire des lectures simultanées qui n'ont pas grand chose à voir les unes avec les autres. Là par exemple je vous faisais, je sais pas moi, je vous faisais un roman avec de la poésie. Donc du coup c'était bien distinct je trouve dans l'esprit. En tout cas dans mon esprit ça m'aide à faire des lectures simultanées je pense. De la même manière que en ce moment on fait des contes. Donc si je fais de la philo,
ça fera pas tout à fait les mêmes genres, pas tout à fait les mêmes thèmes. Je pense que ça me permettra d'avoir une variété suffisamment grande pour ne pas m'embrouiller le cerveau. Donc voilà, ça c'est ce que j'imagine. Euh, Sachant que entre tout cela va s'intercaler d'autres choses, notamment le troisième live de présentation de ma bibliothèque, on pourrait dire ça comme ça. Je ne sais pas comment appeler ces lives en fait, je ne sais pas comment les qualifier précisément. Mais on n'a pas terminé, de fouiller toute ma bibliothèque et de donner l'avis sur le moindre bouquin qui s'y trouve. Et on va continuer à faire ça parce que j'ai besoin de continuer mon tri, j'ai besoin donc de continuer à organiser ma bibliothèque. Et j'ai envie d'en parler avec vous parce que c'est toujours un plaisir. Pour le moment, on s'est bien amusé sur ces concepts. Donc je suis très heureux comment dire, de l'écho que ça a pu avoir. J'ai hâte qu'on s'y remette. Voilà, je pense que on est à peu près bon. Je vais maintenant pouvoir vous parler de poésies et autres textes qui nous occupent aujourd'hui. Je prends une lampée parce que je sens que je parle et je m'assèche. Ah ouais, le banquet de Platon, ça te rappelle des mauvais souvenirs, Charline? Dommage parce que je m'étais dit, ah, ça a l'air sympa. J'espérais que ça soit cool. Euh, Poésies et autres textes. C'est un ouvrage regroupant des poésies et d'autres textes de Mallarmé. Je vous ai expliqué pourquoi j'avais pas fait la lecture de tout jusqu'à présent, parce qu'il y a des poésies qui reviennent plusieurs fois sous plusieurs formes et ainsi de suite, parce qu'il les a retravaillées, il les a modifiées, améliorées au fil du temps, et que cette édition prend le parti de donner, on va dire, une chronologie de toute l'œuvre de Mallarmé. Donc, ils nous mettent les prémices, les premières esquisses de certains poèmes, mais ils nous mettent aussi leur version améliorée, entre guillemets. C'est pourquoi je ne vous ai lu que la version finale des poèmes via le premier et le deuxième live qui portait sur les poésies de 1899, ainsi que les poèmes ajoutés dans l'édition NRF de 1913. Dans le troisième live, je vous ai fait la lecture de la partie qui se nomme Anecdotes ou poèmes, qui sont en fait les poèmes en prose de Mallarmé, pour le coup, euh, qui avaient pu être titrés par le passé, page déchirée, page oubliée. Il y avait plusieurs titres comme ça, il me semble que c'est à peu près ça. Et là, dans l'œuvre, il me reste trois parties. Il me reste la musique et les lettres, deux textes de divagation et dernière fiction. Je me suis plongé dans le texte, je me suis plongé dans les notices, dans les notes de cette édition, très précisément pour comprendre de quoi il s'agissait. La musique et les lettres, c'est un texte qui est en fait le compte-rendu d'une conférence qu'a donnée Mallarmé. Apparemment, il a l'air de trouver ce genre particulièrement épanouissant. J'ai l'impression d'avoir compris que c'était quelque chose, une expérience qui l'avait beaucoup amusé et beaucoup intrigué, et que grosso modo il était un peu en mode faudrait qu'on fasse ça plus souvent quoi. Toutefois, c'est assez long et le style me paraissait vachement complexe. Ce qui est paradoxal parce que c'était une conférence, mais je me disais comment je lis ça à voix haute, ça me paraît impossible. Vous savez que Mallarmé a une manière d'écrire un petit peu spéciale, une manière d'organiser les phrases un petit peu spéciale, et là ça me semblait vraiment difficile. Donc non seulement ça me semblait difficile, non seulement c'était une conférence, donc je trouve qu'on s'éloigne vachement du côté poésie, etc. Même si, de ce que j'ai compris, il y aurait chez Mallarmé le concept un petit peu de poésie critique, ce qui est drôle parce que je vous ai parlé la dernière fois du fait que il abordait dans ses poèmes en prose des thèmes qu'on n'avait pas l'impression de voir souvent abordés en poésie, peut-être un petit peu plus géopolitique ou ce genre de choses, donc c'est ultra intéressant. Enfin, politique plutôt que géopolitique. Donc c'est ultra intéressant. Après, je vous avoue que voilà, la musique et les lettres, j'avais pas trop la foi de lire ça parce que j'ai lu quelques pages et j'ai pas trop apprécié déjà, j'ai pas trop compris où ça allait et j'ai trouvé que c'était une forme vraiment très spécifique. De plus qu'à un moment, il y a des sortes de démonstrations, si j'ai bien compris,
où il va dire regardez, à telle strophe de telle page, on dit ceci, cela, alors qu'on aurait pu dire ceci, cela. Donc je trouvais que ça commençait à devenir extrêmement pointu, quoi. Je me suis dit, on va peut-être mettre ça de côté. Ensuite, il y a deux textes issus d'une publication qui se nomme Les Divagations. Dans les Divagations, il y avait je ne sais plus combien de textes, mais un certain nombre, plus que deux, ça c'est certain. Ici, ils ont décidé d'en faire figurer deux. On a Crise de vers et on a Le Mystère dans les lettres. J'ai le sentiment que comme la musique et les lettres, on est sur des textes un peu plus analytiques. Un peu plus analytiques de son œuvre, de ce qu'est la poésie, de ce qu'est sa démarche, de questionnements presque philosophiques sur ce qu'est la poésie et ainsi de suite. J'ai l'impression qu'on est un peu dans ces genres de domaines-là. Mais là, j'y trouvais une patte un peu plus littéraire, si je puis dire. Donc, j'ai décidé qu'on allait tenter la lecture de Crise de vers et du Mystère dans les lettres. Surtout qu'encore une fois, ça fait partie d'une publication, Les Divagations. Donc je me dis, voilà, c'était fait pour être un texte littéraire, entre guillemets. Même si la conférence, la musique et les lettres a aussi été a posteriori de la conférence publiée en texte. Mais bon, vous voyez à peu près la distinction que je fais. Voilà pourquoi j'ai décidé d'essayer de vous en faire la lecture aujourd'hui. Enfin, nous avons la partie dernière fiction, qui parle donc des dernières œuvres qu'a pu travailler Mallarmé, si je comprends bien. On a les Noces d'Hérodiade, dont on a déjà un peu parlé dans les poésies, puisqu'il y avait un peu une ébauche ou une tentative vers cette œuvre-là. Apparemment, ça serait un peu un fantasme de Mallarmé d'avoir écrit ce texte tout au long de sa vie. Tout au long de sa vie, il a voulu créer un truc qui s'appelle les Noces d'Hérodiade, et il a essayé de travailler cette matière sans forcément y parvenir, puisque dans cette édition, la dernière version qu'on en a, si je puis dire, c'est une version inachevée. Alors je m'étais dit que c'était pas très grave et que je pouvais tenter quand même. En fait, non, je peux vraiment pas tenter parce que j'ai commencé à lire une ou deux pages pour voir ce que ça donnait. Et si vous voulez, il y a des paragraphes, et d'un seul coup, la phrase se coupe en plein milieu, et tu sens qu'il manque un ou deux paragraphes complets avant que la suite reprenne. Donc c'est marrant parce que ça donne vraiment aussi des informations sur la manière d'écrire de Mallarmé. Donc je trouve ça ultra intéressant. Le fait qu'il avait des blocs de texte qui étaient déjà façonnés complètement, et soudainement il sait qu'à cet endroit-là il manque quelque chose, mais il passe complètement, il fait une ellipse, et il a déjà les blocs suivants. Je trouve ça assez perturbant personnellement, parce que je fonctionne pas du tout comme ça quand j'écris, mais c'est intéressant de voir justement le processus que peuvent avoir certains auteurs dans leur écriture. Donc voilà, du coup, les Noces d'Hérodiade, je me suis dit que c'était pas forcément le bon plan de vous lire, sachant qu'on était sur une poésie un petit peu de ce que j'ai l'impression. On était une poésie un peu organisée sous la forme d'une sorte de pièce de théâtre, quelque chose comme ça. Et enfin, on a le poème Un coup de dé jamais n'abolira le hasard, qui là est une tentative très particulière, écrite de manière très particulière, avec une typographie, avec des choix d'édition particuliers. Je pense qu'on en reparlera avant que je vous en fasse la lecture. Voilà, ce qui nous fait au programme de ce soir, Crise de vers, Le mystère dans les lettres, issu des divagations, et Un coup de dé jamais n'abolira le hasard. Et ce qui fait que j'écarte la musique et les lettres et les Noces d'Hérodiade. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, et j'espère que vous saisirez à peu près mes choix. Et j'espère surtout avoir fait les bons choix, et que les textes que je vais vous lire vont valoir le coup. Parce que c'est vrai que c'est très difficile. Encore une fois, l'œuvre de Mallarmé est vachement obscure, vachement opaque. C'est très difficile de se faire un avis, je trouve. Bien. Oui, j'ai détesté la philo, j'y comprends rien, mais je t'écouterai quand même. Ah, je comprends, je comprends. Les traumatismes d'école là-dessus, je peux comprendre. Écoute, j'espère réussir à te faire un peu kiffer quand même la philo. Et ce qu'on va faire, c'est que on va se mettre en route pour la lecture de ce soir. Encore une fois, hein, comme je le disais, je suis très mitigé. J'appréhende beaucoup ce qu'on va lire ensemble, parce que je me dis, si vraiment on est dans une forme de poème critique, comme il disait, on va avoir à la fois le côté obscur et fouillis de la poésie,
et à la fois le côté obscur et fouillé et peut-être imperméable de certains sujets politiques ou ce genre de choses, je me dis que ça risque d'être compliqué à suivre. Bref, je vais essayer d'en faire la meilleure lecture possible, encore une fois, je vous préviens, la forme de Mallarmé est très particulière, je fais de mon mieux. Accrochez-vous, je pense que ça va pas être la lecture la plus simple, ça sera peut-être même, a priori, la lecture la plus compliquée que j'ai jamais fait de mes lives, je pense. Et franchement, je pense peser mes mots. Ça fait plus de 60 lectures que je fais avec vous. Je pense vraiment que c'est parmi les lectures les plus compliquées que je vais vous faire là. Bref, vous voilà prévenu. Entrez avec moi, entrez avec moi dans le labyrinthe. Et on est parti. Je sais pas combien de temps je vais mettre à lire ces parties, donc je vais peut-être faire la lecture de Crise de Verre, une pause, la lecture du mystère dans les lettres, une pause, et la mystère d'un coup de dé, jamais n'abolira le hasard. Comme ça, à chaque fois, on pourra parler du texte dont je viens que je viens de lire et du texte à venir. Voilà, voilà. Bonne écoute Charline, bonne écoute Gaspard, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre du chat et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à dans quelques minutes pour la première pause. Crise de Verre, écrit par Stéphane Mallarmé. Tout à l'heure, en abandon de geste, avec la lassitude que cause le mauvais temps, désespérant une après l'autre après-midi, je fis retomber, sans une curiosité, mais celui semble avoir lu tout voici 20 ans, les filets de multicolores perles qui plaquent la pluie, encore, au chatoiement des brochures dans la bibliothèque. Maint ouvrage, sous la verroterie du rideau, alignera sa propre scintillation. J'aime comment le ciel mûr, contre la vitre, à suivre des lueurs d'orage. Notre phase, récente, sinon se ferme, prend arrêt, ou peut-être conscience. Certaine attention dégage la créatrice et relativement survolonté. Même la presse, dont l'information veut les 20 ans, s'occupe du sujet tout à coup, à date exacte. La littérature ici subit une exquise crise, fondamentale. Qui accorde à cette fonction une place sous la première, reconnaît là le fait d'actualité. On assiste, comme finale d'un siècle, pas ainsi que ce fut dans le dernier, à des bouleversements. Mais, hors de la place publique, à une inquiétude du voile dans le temple avec des plis significatifs et un peu sa déchirure. Un lecteur français, ses habitudes interrompues à la mort de Victor Hugo, ne peut que se déconcerter. Hugo, dans sa tâche mystérieuse, rabattit toute la prose, philosophie, éloquence, histoire au vers, et, comme il était le vers personnellement, il confisqua chez qui pense, discours ou nard, presque le droit à s'énoncer. Monument en ce désert avec le silence, loin, dans une crypte, la divinité ainsi d'une majestueuse idée inconsciente, à savoir que la formule appelée vers est simplement elle-même la littérature. Que vers il y a si tôt que s'accentue la diction, rythme dès que style. Le vers, je crois, avec respect attendit que le géant qui l'identifiait à sa main tenace et plus ferme toujours de forgeron, vint à manquer. Pour, lui, se rompre. Toute la langue, ajustée à la métrique, y recouvrant ses coupes vitales, s'évade selon une libre disjonction aux 1000 éléments simples. Et, je l'indiquerai, pas sans similitude avec la multiplicité des cris d'une orchestration qui reste verbale. La variation date de là, quoique en dessous et d'avance inopinément préparée par Verlaine, si fluide, revenu à de primitives épellations. Témoin de cette aventure, où l'on me voulut un rôle plus efficace quoiqu'il ne convient à personne, j'y dirigeai au moins mon fervent intérêt. Et il se fait temps d'en parler, préférablement à distance ainsi que ce fut presque anonyme. Accordé que la poésie française, en raison de la primauté dans l'enchantement donné à la rime, pendant l'évolution jusqu'à nous s'atteste intermittente, elle brille un laps, l'épuise et attend. Extinction, plutôt usure à montrer la trame, redite. Le besoin de poétiser, par opposition à des circonstances variées, fait maintenant, après un des orgiaques excès périodiques de presque un siècle comparable à l'unique Renaissance, où le tour s'imposant de l'ombre et du refroidissement pas du tout, que l'éclat diffère, continue. La retrempe, d'ordinaire cachée, s'exerce publiquement,
par le recours à de délicieux à peu près. Je crois départager, sous un aspect triple, le traitement accordé au canon hiératique du vers, en graduant. Cette prosodie, règle si brève, intraitable d'autant, elle notifie tel acte de prudence dont l'hémistiche est statut du moindre effort pour simuler la versification, à la manière des codes selon quoi s'abstenir de voler est la condition par exemple de droiture. Juste ce qu'il n'importe d'apprendre, comme ne pas l'avoir deviné par soi et d'abord établit l'inutilité de s'y contraindre. Les fidèles à l'alexandrin, notre hexamètre, desserrent intérieurement ce mécanisme rigide et puéril de sa mesure. L'oreille, affranchie d'un compteur factice, connaît une jouissance à discerner seule toutes les combinaisons possibles entre eux de 12 timbres. Jugez le goût très moderne. Un cas aucunement le moins curieux intermédiaire que le suivant. Le poète d'un tact aigu qui considère cet alexandrin toujours comme le joyau définitif, mais à ne sortir épée, fleur, que peu et selon quelques motifs prémédités, y touche comme pudiquement, ou se joue alentour, il en octroie de voisins accords, avant de le donner superbe et nu. Laissant son doigté défaillir contre la 11e syllabe, ou se propager jusqu'à une 13e maintes fois. Monsieur Henri de Régnier excelle à ses accompagnements. De son invention, je sais, discrète et fière comme le génie qu'il instaura et révélatrice du trouble transitoire chez les exécutants devant l'instrument héréditaire. Autre chose, ou simplement le contraire, se décèle une mutinerie, exprès, en la vacance du vieux moule fatigué, quand Jules Laforgue, pour le début, nous initia au charme certain du vers faux. Jusqu'à présent, ou dans l'un et l'autre des modèles précités, rien que réserve et abandon à cause de la lassitude par abus de la cadence nationale, dont l'emploi, ainsi que celui du drapeau, doit demeurer exceptionnel. Avec cette particularité toutefois amusante que des infractions volontaires ou de savantes dissonances en appellent à notre délicatesse, au lieu que ce fût, il y a 15 ans à peine, le pédant que nous demeurions, exaspérés, comme devant quelque sacrilège ignare. Je dirais que la réminiscence du vers strict hante ces jeux à côté et leur confère un profit. Toute la nouveauté s'installe, relativement au vers libre, pas telle que le XVIIe siècle l'attribua à la fable ou l'opéra. Ce n'était qu'un agencement, sans la strophe, de maîtres divers notoires. Mais nommons-le, comme il sied, polymorphe. Et envisageons la dissolution maintenant du nombre officiel, en ce qu'on veut à l'infini, pourvu qu'un plaisir s'y réitère. Tantôt une euphonie fragmentée, selon l'assentiment du lecteur intuitif, avec une ingénue et précieuse justesse, naguère monsieur Moréas, ou bien un geste, alangui, de songerie, sursautant de passion, qui scande « Monsieur Viellé-Griffin », préalablement monsieur Kahn, avec une très savante notation de la valeur tonale des mots. Je ne donne de nom, il en est d'autres typiques, ceux de messieurs Charles Maurice, Verhaeren, Dujardin, Moquel, et tous, que comme preuve à médire, afin qu'on se reporte aux publications. Le remarquable est que, pour la première fois, au cours de l'histoire littéraire d'aucun peuple, concurrément aux grandes orgues générales et séculaires, où s'exalte d'après un latent clavier l'orthodoxie, quiconque avec son jeu et son ouïe individuel se peut composer un instrument, dès qu'il souffle, le frôle, ou frappe avec science, en user à part et le dédier à la langue. Une haute liberté d'acquise, la plus neuve. Je ne vois, et ce reste mon intense opinion, effacement de rien qui ait été beau dans le passé. Je demeure convaincu que dans les occasions amples, on obéira toujours à la tradition solennelle, dont la prépondérance relève du génie classique. Seulement, quand n'y aura pas lieu, à cause d'une sentimentale bouffée ou pour un récit, de déranger les échos vénérables, on regardera à le faire. Toute âme est une mélodie, qu'il s'agit de renouer, et pour cela sont la flûte ou la viole de chacun. Selon moi, jaillit tard une condition vraie, ou la possibilité de s'exprimer non seulement, mais de se moduler, à son gré. Les langues imparfaites en cela que plusieurs manquent la suprême. Penser étant écrire sans accessoire, ni chuchotement, mais tacite encore l'immortelle parole, la diversité sur terre des idiomes empêche personne de proférer les mots qui, sinon se trouveraient, par une frappe unique, elle-même matériellement la vérité.
Cette prohibition s'évite expresse. Dans la nature, on s'y bute avec un sourire, que ne vaille de raison pour se considérer Dieu. Mais, sur l'heure, tourné à de l'esthétique, mon sens regrette que le discours défaille à exprimer les objets par des touches y répondant en coloris ou en allure, lesquelles existent dans l'instrument de la voix, parmi les langages et quelquefois chez un. À côté d'ombre, opaque, ténèbres se foncent peu. Quelle déception, devant la perversité conférente à jour comme à nuit, contradictoirement, des timbres obscurs ici, là clairs. Le souhait d'un terme de splendeur brillant, ou qu'il s'éteigne, inverse. Quant à des alternatives lumineuses simples, seulement, sachons, n'existerait pas le vert. Lui, philosophiquement rémunère le défaut des langues, complément supérieur. Arcane étrange. Et, d'intention pas moindre, a jailli la métrique aux temps incubatoires. Qu'une moyenne étendue de mots, sous la compréhension du regard, se range en trait définitif, avec quoi le silence? Si, au cas français, invention privée ne surpasse le legs prosodique, le déplaisir éclaterait, cependant qu'un chanteur ne sût à l'égard et au gré de pas dans l'infinité des fleurettes, partout où sa voix rencontre une notation, cueillir. La tentative, tout à l'heure, eut lieu, et, à part des recherches érudites en tel sens encore accentuation, etc., annoncées, je connais qu'un jeu séduisant se mène avec les fragments de l'ancien vers reconnaissable à l'éluder ou le découvrir, plutôt qu'une subite trouvaille, du tout au tout, étrangère. Le temps qu'on dessert les contraintes et rabatte le zèle, où se faussa l'école. Très précieusement. Mais de cette libération à supputer davantage, où, pour de bon, que tout individu apporte une prosodie neuve, participant de son souffle, aussi certes quelque orthographe, la plaisanterie rit haut ou inspire le tréteau des préfaciers. Similitude entre les vers et vieille proportion, une régularité durera parce que l'acte poétique consiste à voir soudain qu'une idée se fractionne en un nombre de motifs égaux par valeur à les grouper. Et à les grouper. Ils riment. Pour sceaux extérieurs, leur commune mesure qu'apparente le coup final. Au traitement, si intéressant, par la versification subie, de repos et d'interrègne, gît, moins que dans nos circonstances mentales vierges, la crise. Ouïr l'indiscutable rayon, comme des traits d'or et déchirent un méandre de mélodie, où la musique rejoint le vers pour former, depuis Wagner, la poésie. Pas que l'un ou l'autre élément ne s'écarte, avec avantage, vers une intégrité à part triomphant, en tant que concert muet s'il n'articule et le poème énonciateur. De leur communauté et retrempe éclaire l'instrumentation jusqu'à l'évidence sous le voile, comme l'élocution descend au soir des sonorités. Le moderne des météores, la symphonie, au gré ou à l'insu du musicien, approche la pensée, qui ne se réclame plus seulement de l'expression courante. Quelque explosion du mystère à tous les cieux de son impersonnelle magnificence, où l'orchestre ne devait pas ne pas influencer l'antique effort qui le prétendit longtemps traduire par la bouche seule de la race. Indice double conséquent. Décadentes, mystiques, les écoles se déclarant ou étiquetées en hâte par notre presse d'information, adoptent, comme rencontre, le point d'un idéalisme qui, pareillement aux fugues, aux sonates, refuse les matériaux naturels et, comme brutal, une pensée exacte les ordonnant, pour ne garder de rien que la suggestion. Instituer une relation entre les images exactes et que s'en détache un tiers aspect fusible et clair, présenté à la divination. Abolit la prétention, esthétiquement une erreur, quoiqu'elle régit les chefs-d'œuvre, d'inclure au papier subtil du volume autre chose que par exemple l'horreur de la forêt, ou le tonnerre muet épars au feuillage, non le bois intrinsèque et dense des arbres. Quelque jet de l'intime orgueil véridiquement trompeté éveille l'architecture du palais, le seul habitable, hors de toute pierre sur quoi les pages se refermeraient mal. Les monuments, la mer, la face humaine, dans leur plénitude, natifs, conservant une vertu autrement attrayante que ne les voilera une description, évocation dite allusion, je sais, suggestion. Cette terminologie, quelque peu de hasard, atteste la tendance, une très décisive peut-être, qui subit l'art littéraire. Elle le borne et l'exempte. Son sortilège à lui, si ce n'est libéré, hors d'une poignée de poussière ou réalité sans l'enclore, au livre même comme texte, la dispersion volatile soit l'esprit,
qui n'a que faire de rien outre la musicalité de tout. Le paragraphe que je viens de vous lire était un extrait de La musique et les lettres. Parler n'a trait à la réalité des choses que commercialement. En littérature, cela se contente d'y faire une allusion, ou de distraire leur qualité qu'incorporera quelque idée. À cette condition s'élance le chant, qu'une joie allégée. Cette visée, je la dis transposition, structure, une autre. L'œuvre pure implique la disparition élocutoire du poète, qui cède l'initiative aux mots par le heurt de leur inégalité mobilisée. Il s'allume de reflets réciproques comme une virtuelle traînée de feu sur des pierreries, remplaçant la respiration perceptible en l'ancien souffle lyrique ou la direction personnelle enthousiaste de la phrase. Une ordonnance du livre de vers, point, inné ou partout, élimine le hasard. Encore la faut-il pour remettre l'auteur. Or, un sujet fatal implique, parmi les morceaux ensemble, tel accord quant à la place, dans le volume, qui correspond. Susceptibilité en raison que le cri possède un écho, des motifs de même jeu s'équilibreront, balancés à distance, ni le sublime incohérent de la mise en page romantique, ni cette unité artificielle, jadis, mesurée en bloc au livre. Tout devient suspens, disposition fragmentaire avec alternance et vis-à-vis, concourant au rythme total, lequel serait le poème tu, au blanc, seulement traduit, en une manière, par chaque pendentif. Instinct, je veux, entrevu à des publications et, si le type supposé ne reste pas exclusif de complémentaires, la jeunesse, pour cette fois, en poésie où s'impose une foudroyante et harmonieuse plénitude, bégaya le magique concept de l'œuvre. Quelques symétries, parallèlement, qui, de la situation des vers dans la pièce se lie à l'authenticité de la pièce dans le volume, volent, outre le volume, à plusieurs inscrivants, eux, sur l'espace spirituel, le paraphe amplifié du génie, anonyme et parfait comme une existence d'art. Chimère, y avoir pensé atteste, au reflet de ces scames, combien le cycle pressant, ou quart dernier de siècle, subit quelque éclair absolu, dont l'échevellement d'ondées à mes carreaux essuie le trouble ruisselant, jusqu'à illuminer ceci, que, plus ou moins tous les livres, contiennent la fusion de quelques redites comtées. Même il n'en serait qu'un, au monde sa loi, Bible comme la simule des nations. La différence d'un ouvrage à l'autre, offrant autant de leçons proposées dans un immense concours pour le texte véridique, entre les âges dits civilisés ou lettrés. Certainement, je ne m'assieds jamais au gradin des concerts, sans percevoir parmi l'obscure sublimité telle ébauche de quelqu'un des poèmes immanents à l'humanité ou leur originel état, d'autant plus compréhensible que tu, et que, pour en déterminer la vaste ligne, le compositeur éprouva cette facilité de suspendre jusqu'à la tentation de s'expliquer. Je me figure, par un indéracinable sans doute préjugé d'écrivain, que rien ne demeurera sans être proféré, que nous en sommes là, précisément, à rechercher devant une brisure des grands rythmes littéraires, il en a été question plus haut, et leur éparpillement en frissons articulés proches de l'instrumentation, un art d'achever la transposition, au livre, de la symphonie, ou uniment de reprendre notre bien. Car ce n'est pas de sonorités élémentaires par les cuivres, les cordes, les bois, indéniablement, mais de l'intellectuelle parole à son apogée, que doit avec plénitude et évidence résulter, en tant que l'ensemble des rapports existant dans tout, la musique. Un désir indéniable à mon temps est de séparer comme en vue d'attributions différentes le double état de la parole, brute ou immédiate ici, là essentiel. Narrer, enseigner, même d'écrire, cela va et encore qu'à chacun suffirait peut-être pour échanger la pensée humaine, de prendre ou de mettre dans la main d'autrui en silence une pièce de monnaie. L'emploi élémentaire du discours dessert l'universel reportage dont, la littérature exceptée, participe tout entre les genres d'écrits contemporains. À quoi bon la merveille de transposer un fait de nature en sa presque disparition vibratoire, selon le jeu de la parole, cependant, si ce n'est pour qu'on en émane, si ce n'est pour qu'en émane, sans la gêne d'un proche ou concret rappel, la notion pure. Je dis une fleur, et, hors de l'oubli où ma voix relègue aucun contour, en tant que quelque chose d'autre que les calices sus, musicalement se lève, idée même et suave, l'absente de tout bouquet. Au contraire d'une fonction de numéraire facile et représentatif,
comme le traite d'abord la foule, le dire, avant tout rêve et chant, retrouve chez le poète, par nécessité constitutive d'un art consacré aux fictions, sa virtualité. Le vers, qui de plusieurs vocables refait un mot total, neuf, étranger à la langue et comme incantatoire, achève cet isolement de la parole. Niant, d'un trait souverain, le hasard demeuré au terme malgré l'artifice de leur retrempe alternée en le sens et la sonorité, et vous cause cette surprise de n'avoir ouï jamais tel fragment ordinaire d'élocution, en même temps que la réminiscence de l'objet nommé baigne dans une neuve atmosphère. Et c'est la fin de Crise de vers. Nous marquons une courte pause, les amis. Ok, c'est très costaud. C'est très costaud. À un moment dans la lecture, je me suis dit, ah, au final, ça va, je comprends bien ce qu'il veut dire. J'ai vraiment cru qu'à un moment, ça allait. J'ai vraiment cru que je comprenais facilement ce qu'il voulait dire. Au final, sur l'oralité, je suis assez étonné quand même. Je m'attendais à ce que le lire soit très difficile à voix haute. Je trouve qu'au final, les phrases agencées d'une manière très spéciale étaient quand même relativement faciles à dire et relativement saisissables. Je trouvais que c'était pas aussi imperméable, aussi inaccessible que j'aurais cru. Malgré tout, ça reste quand même très difficile d'embrasser l'ensemble de ce qu'il a pu dire et de comprendre l'ensemble de ce qu'il a pu dire. J'ai l'impression qu'il est vraiment sur une réflexion. Là, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur du métatextuel. On est vraiment sur de la réflexion sur le sujet de la poésie, de la réflexion sur le sujet de la langue, en maniant soi-même la langue. Donc c'est ça qui est un peu compliqué, c'est que Mallarmé fait démonstration de ce qu'il dit en même temps. Il montre sa manière d'écrire, il montre sa patte, en même temps qu'il a un discours sur cette patte. Donc c'est sûr que c'est pas évident à suivre. Mais en somme, j'ai trouvé ça intéressant. Peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai pas tout saisi. Peut-être que vous aurez saisi autre chose. Mais grosso modo, moi, ce que j'ai eu l'impression de comprendre de sa thèse, on va dire, c'est que il ne rejette pas les formes anciennes, il ne rejette pas la tradition, on va dire, avec les poèmes versifiés, avec des formes très précises, un certain nombre de vers, un certain nombre de pieds, un certain nombre de strophes, et ainsi de suite. J'ai pas l'impression qu'il rejette ça. Il dit que ça a des qualités, il dit que ça a une certaine beauté en soi, etc. etc. Mais en gros, je le vois plus comme un constat de ok, c'est beau, ok, c'est bien, mais là, on est en train d'aller au-delà de ça. On est en train d'aller au-delà de ça, on est en train d'éclater ça. Et c'est pas. Et justement, voilà, j'ai l'impression que il n'a pas à cœur de détruire l'ancienne forme ou de dire que, au contraire, l'ancienne forme était plus méritoire et ainsi de suite. J'ai l'impression que vraiment, il est en mode, c'est pas la même chose, mais les deux sont valables pour des raisons différentes, quoi. J'ai l'impression que voilà, il s'extirpe un peu de la forme passée, et j'ai l'impression que son discours, en somme, pourrait se résumer un peu à tout le monde a son parler propre, à sa manière de parler, à sa manière d'agencer les mots, et du coup, il s'agirait presque plus dans quelque chose d'intuitif, d'instinctif, de laisser la place aux mots de s'exprimer. J'ai l'impression qu'il y a un peu cette idée-là. De laisser la place aux mots, de dire ce qu'ils ont à dire, sans trop y réfléchir, sans trop les ordonner, sans trop les agencer, et de fournir, je vais dire, la forme brute, et la poésie naturelle des mots. Il parle notamment à un moment des chocs des mots entre eux, un truc comme ça. Je trouve ça vachement intéressant de dire, bah en fait, il y a des mots qui sont peut-être pas faits pour aller ensemble, mais que quelqu'un, dans son discours, mettrait ensemble et ça créerait quelque chose. D'ailleurs, dans son discours aussi vient plus tard l'idée que il pense qu'un jour tout sera dit en littérature, entre guillemets. Euh, donc c'est ultra intéressant, je trouve, comme thèse,
comme constat, de se dire, bah en fait, quelque part, on pourrait dire, alors je sais pas si c'est la thèse de Mallarmé, peut-être que je m'emballe et peut-être que j'extrapole là-dessus, mais quelque part, de dire que dans l'absolu, tout pourrait être poésie, quoi. Tout pourrait être œuvre de littérature ou quelque chose comme ça. Quoique, il y a des moments où je suis moins sûr de moi sur cette théorie, dans le sens où, par moments, il parle de la différence entre le livre, l'œuvre, la littérature, tout ça, bref. Et il fait entrer le principe de commerce là-dedans aussi. Donc voilà, peut-être qu'il fait une distinction entre poésie, littérature, œuvre, et que auquel cas, il ne serait pas d'avis que tout le monde puisse créer sa littérature ou faire littérature entre guillemets. Euh, mais je trouve ça très intéressant, très intéressant. Et quelque part, ça pousse un peu dans le sens dont je vous avais parlé lors des fois précédentes, que j'apprécie beaucoup dans la démarche d'un auteur, c'est-à-dire cet aspect d'exploration, je trouve. Quoique dans l'aspect d'exploration, il y a un peu un truc proactif, justement. Là, chez Mallarmé, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus un côté de laisser venir les choses. Euh, Peut-être que finalement, Mallarmé, ça rejoint un petit peu l'idée de l'inspiration telle qu'on peut l'imaginer vraiment avec les muses et avec l'enthousiasme, entre guillemets. Enthousiasme, si je dis pas de conneries, c'est du grec qui signifie le dieu en soi, quelque chose comme ça. Il me semble que c'est ça, l'étymologie du mot enthousiasme. C'est le dieu en soi, je crois. Donc voilà, est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là? Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre de se laisser la liberté de s'exprimer, se laisser la liberté de se faire naturellement, entre guillemets, ou quelque chose comme ça? Mais en tout cas, ce que j'apprécie, c'est que bah, ça pense en delà des cadres, en deçà des cadres, au-delà des cadres. Ça va plus loin. Et du coup, ça permet des nouvelles formes, ça permet des nouvelles réflexions, ça permet des nouvelles pistes, ça permet du renouveau. Après, comme je le disais la fois précédente, il me semble, c'est des pistes qui peuvent être à double tranchant. C'est-à-dire que quand on suit ce genre de choses, quand on tente des choses, eh bien, soit on peut tomber sur du merdique, soit on peut tomber sur de l'exceptionnel. Euh, la différence, c'était quoi la citation que je vous avais citée de Suiko Blazadé? C'était genre la ligne est fine entre le génie et l'à peu près. Je crois que c'était ça. Et c'était une idée qu'on avait déjà vue dans l'œuvre de Mallarmé, je trouve. Donc je trouve ça assez cool. En fait, je trouve ça assez quelque part. Oui, je trouve ça assez un texte assez dans le constat, et quelque part, je trouve qu'il y a une grande lucidité en fait de la part de Mallarmé, de dire bah voilà, moi c'est ça ma démarche, c'est comme ça que j'essaie de faire le truc. Il y a des manières différentes de faire et je comprends aussi. Euh, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez lucide quelque part dans sa démarche. J'aime bien. J'aime bien. Il parle aussi de nombreux auteurs qui l'auraient inspiré à aller dans cette voie, etc. Donc je trouve qu'il y a là où on pourrait se dire que son discours est un peu pédant, parce qu'on pourrait se dire, ouah, le mec, il a le melon, il pense qu'il est capable de faire autrement, différent, mieux, entre guillemets, que les autres. Moi, je trouve qu'au contraire, il y a une grande lucidité, une grande humilité à dire bah ok, moi je laisse faire comme ça vient et regardez, on va juste explorer d'autres facettes, mais c'est comme ça que ça doit se passer et c'est comme ça que ça se passera dans la littérature. Tout le monde fera ça à un moment entre guillemets. Hmm, je sais pas, je trouve qu'il y a un point de vue un peu plus dézoomé, avec un peu de recul sur tout ça. Donc je trouve ça ultra intéressant. Peut-être que vous ne partagez pas l'interprétation que je me fais de ce texte, auquel cas n'hésitez pas à commenter, à laisser des messages, il n'y a pas de souci. On pourra en parler, même si c'est vrai que, encore une fois, c'est ultra difficile, donc c'est dur de se faire un avis précis. Euh, j'ai bien aimé l'extrait qu'on a lu de la musique et la lettre, c'est comme ça? Non, la musique et les lettres, je crois. Il y a un moment, un paragraphe qui était issu de la musique et les lettres, et j'ai bien aimé ce paragraphe, donc limite ça me donne envie de lire la musique et les lettres. Mais bon, à la fois, je me rappelle ce que j'ai vu en tournant les pages et ça avait l'air hyper compliqué. Bref,
je vous propose, je pense que Crise de verre est plus simple et plus accessible. Je vous propose qu'on passe au deuxième texte de la journée, à savoir le mystère dans les lettres. Je change le titre du live vite fait. Hop. Tout pile le nombre de lettres, incroyable. Trop bien joué. Bref, je vais vous lire le mystère dans les lettres, toujours issu des divagations. Deuxième texte issu des divagations. Je suppose, au vu de la notice que j'ai lue en off, je suppose que le sujet du texte va être à peu près similaire. Donc je suppose qu'on va être encore sur des réflexions un petit peu métatextuelles sur ce que c'est l'acte d'écrire, l'acte de faire poésie, et ainsi de suite. J'imagine, mais bon, je ne peux pas vous l'affirmer. Ça sera pas très long à lire pour le coup. Je vous reprends assez vite pour une pause. Et je vous souhaite de nouveau bonne écoute à tous et à toutes. Je trouve ça ultra intéressant de voir ce qu'un auteur dit propre, de sa propre écriture, de sa propre littérature, de son propre art, mais aussi de son propre art au sens large. Son propre art personnel, mais ce qu'il pense aussi de son domaine artistique. Donc je trouve ça giga intéressant. Bref, on est parti. Bonne écoute à tous, que vous me regardiez en live ou en rediffusion sur YouTube, dans quelques minutes. Le mystère dans les lettres. De pures prérogatives seraient, cette fois, à la merci des bas farceurs. Tout écrit, extérieurement à son trésor, doit, par égard envers ceux dont il emprunte, après tout, pour un objet autre le langage, présenter avec les mots un sens même indifférent. On gagne de détourner l'oisif, charmé que rien ne l'y concerne à première vue. Salut, exact, de part et d'autre. Si, tout de même, n'inquiéter je ne sais quel miroitement en dessous, peu séparable de la surface concédée à la rétine, il attire le soupçon. Les malins, entre le public, réclamant de couper court, opinent, avec sérieux, que, juste, la teneur est inintelligible. Malheur ridiculement à qui tombe sous le coup, il est enveloppé dans une plaisanterie immense et médiocre. Ainsi toujours, pas tant peut-être, que ne s'évite avec ensemble et excès, maintenant le fléau. Il doit y avoir quelque chose d'occulte au fond de tous. Je crois décidément à quelque chose d'abscon, signifiant fermé et caché, qui habite le commun. Car, sitôt cette masse jetée vers quelque trace que c'est une réalité, existant par exemple sur une feuille de papier dont elle écrit, pas en soi, cela qui est obscur, elle s'agite, ouragan jaloux d'attribuer les ténèbres à quoi que ce soit, profusément, flagramment. Sa crédulité vis-à-vis de plusieurs qui la soulagent, en faisant affaire, bondit à l'excès, et le suppôt d'ombre d'eux désignés ne placera un mot dorénavant qu'avec un secouement que c'était elle, l'énigme, elle ne tranche, par un coup d'éventail de ses jupes, comprend pas. L'innocent annonça-t-il se moucher. Or, suivant l'instinct de rythme qui les lie, le poète ne se défend de voir un manque de proportion entre le moyen déchaîné et le résultat. Les individus, à son avis, ont tort dans leur dessein avéré propre, parce qu'ils puisent à quelque encrier sans nuit la vaine couche suffisante d'intelligibilité que lui s'oblige, aussi, à observer, mais pas seul, ils agissent peu délicatement en précipitant à pareil accès la foule, où inclut le génie, que de déverser, en un chahut, la vaste incompréhension humaine. À propos de ce qui n'importait pas. Jouant la partie, gratuitement soit pour un intérêt mineur, exposant Notre-Dame et patronne à montrer sa déhiscence ou sa lacune, à l'égard de quelques rêves comme la mesure à quoi tout se réduit. Je sais, de fait, qu'ils se poussent en scène et assument, à la parade, eux, la posture humiliante, puisque argués d'obscurité, où nul ne saisira s'ils ne saisissent et ils ne saisissent pas, implique un renoncement antérieur à juger. Le scandale, quoique représentatif, s'ensuit hors rapport. Quant à une entreprise qui ne compte pas littérairement, la leur. D'exhiber les choses à un imperturbable premier plan, en camelot, activé par la pression de l'instant, d'accord, écrire, dans le cas pourquoi indûment, sauf pour étaler la banalité, plutôt que tendre le nuage précieux, flottant sur l'intime gouffre de chaque pensée,
vu que vulgaire l'est ce à quoi on décerne, pas plus, un caractère immédiat. Si crûment, qu'en place du labyrinthe illuminé par des fleurs, où convie le loisir, ces ressasseurs, malgré que je me garde d'image pour les mettre, en personne au pied du mur, imitent, sur une route migraineuse, la résurrection en plâtras debout de l'interminable aveuglement, sans jet d'eau à l'abri ni verdure pointant par-dessus, que les culs de bouteille et les tessons ingrats. Même la réclame hésite à s'y inscrire. Dites, comme si une clarté âgée continue, ou qu'elle ne tire d'interruption le caractère, momentané, de délivrance. La musique, à sa date, est venue balayer cela. Au cours seulement du morceau, à travers des voiles fins, ceux encore quant à nous-mêmes, un sujet se dégage de leurs successives stagnances amassées et dissoutes avec art. Disposition l'habituelle. On peut, du reste, commencer d'un éclat triomphal trop brusque pour durer, invitant que ce groupe, en retard, libéré par l'écho, la surprise. L'inverse. Sont, en un reploiement noir soucieux d'attester l'état d'esprit sur un point, foulés et épaissis des doutes pour que sorte une splendeur définitive simple. Ce procédé jumeau intellectuel, notable dans les symphonies, qui le trouvèrent au répertoire de la nature et du ciel. Je sais, on veut à la musique limiter le mystère, quand l'écrit y prétend. Les déchirures suprêmes instrumentales, conséquences d'enroulements transitoires, éclatent plus véridiques, à même, en argumentation de lumière, qu'aucun raisonnement tenu jamais. On s'interroge par quel terme du vocabulaire, sinon dans l'idée, écoutant les traduire à cause de cette vertu incomparable. Une directe adaptation avec je ne sais dans le contact, le sentiment glissé d'un mot détonnerait, par intrusion. L'écrit, en vol tacite d'abstraction, reprend ses droits en face de la chute des sons nus. Tous deux, musique et lui, intimant une préalable disjonction, celle de la parole, certainement par effroi de fournir au bavardage. Même aventure contradictoire où ceci descend, dont s'évade cela, mais non s'entraîner les gaz d'origine. Tout, à part base ou pour me recueillir. Je partis d'intention, comme on demande du style, neutre l'imagine-t-on, que son Pardon. Je partis d'intention, comme on demande du style, neutre l'imagine-t-on, que son expression ne se fonce par le plongeon ni ne ruisselle d'éclaboussures jaillies, fermée à l'alternative qui est la loi. Quel pivot j'entends dans ces contrastes à l'intelligibilité? Il faut une garantie. La syntaxe. Pas ces tours prime sautier, seuls, incluses aux facilités de la conversation, quoique l'artifice excelle pour convaincre. Un parler, le français, retient une élégance à paraître en négligé, et le passé témoigne de cette qualité qui s'établit d'abord comme don de race foncièrement exquis. Mais notre littérature dépasse le genre, correspondance ou mémoire. Les abrupts hauts jeux d'ailes se mireront aussi. Qui les mène perçoit une extraordinaire appropriation de la structure, limpide, aux primitives foudres de la logique. Un balbutiement que semble la phrase, ici refoulée dans l'emploi d'incidentes multiples, se compose et s'enlève en quelque équilibre supérieur à balancement prévu d'inversion. S'il plaît à un que surprend l'envergure d'incriminer, ce sera la langue dont voici les bas. Les mots, de même, s'exaltent à maintes facettes reconnues, la plus rare ou valant pour l'esprit, centre de suspens vibratoire, qui les perçoit indépendamment de la suite ordinaire, projetés en parois de grotte, tant que dure leur mobilité ou principe, étant ce qui ne se dit pas du discours. Prompts tous, avant extinction, à une réciprocité de feu distante ou présentée de biais comme contingence. Le débat, que l'évidence moyenne nécessaire dévie en un détail, reste de grammairien. Même un infortuné se trompa-t-il à chaque occasion, la différence avec le gâchis en faveur couramment ne marque tant qu'un besoin naisse de le distinguer de dénonciateur. Il récuse l'injure d'obscurité. Pourquoi pas, parmi le fond commun, d'autres d'incohérence, de rabâchage, de plagiat, sans recourir à quelque blâme spécial et préventif, ou encore une de platitude, mais celle-ci personnelle aux gens qui, pour décharger le public de comprendre, les premiers simulent l'embarras. Je préfère, devant l'agression, rétorquer que des contemporains ne savent pas lire. Sinon, dans le journal, ils dispensent certes l'avantage de n'interrompre le cœur de préoccupation. Lire,
cette pratique. Appuyé selon la page au blanc, qu'il inaugure son ingénuité à soi, oublieuse même du titre qui parlerait trop haut, et quand s'aligna dans une brisure la moindre disséminée, le hasard vaincu mot par mot, indéfectiblement le blanc revient, tout alors gratuit, certain maintenant, pour conclure que rien au-delà est authentique et le silence. Virginité qui solitairement, devant une transparence du regard adéquat, elle-même s'est comme divisée en ces fragments de candeur l'un et l'autre, preuve nuptiale de l'idée. L'air ou chant sous le texte, conduisant la divination d'ici là, y applique son motif en fleurons et cul de lampes invisibles. C'est la fin de Le mystère dans les lettres. Nous marquons une courte pause. Ok, c'était encore plus dur. C'était encore un niveau d'inaccessibilité supplémentaire. Et là, pour le coup, c'est marrant parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure s'inverse un petit peu ici. C'est-à-dire que je disais tout à l'heure qu'il y avait une certaine humilité, je trouvais, chez Mallarmé et tout. Là, il se défend vers la fin du texte. Vous l'avez, enfin, moi, je l'ai interprété comme ça. J'ai l'impression qu'il se défend justement des gens qui pourraient dire que sa manière d'écrire pourrait sembler obscure. Il se défend aussi des gens qui pourraient dire que sa manière d'écrire pourrait être plate. Et que grosso modo, j'imagine là-dedans l'idée de dire que, ok, il fait des phrases alambiquées, mais que ça ne veut rien. Enfin, comment dire, que ça n'ajoute pas au discours, qu'il n'ajoute pas de réelle idée à sa pensée, qu'il fait juste une organisation farfelue, abracadabrantesque de ses phrases, de ses mots, sans que ça n'ajoute rien de consistant à la littérature, à la langue, à l'idée derrière tout cela. J'ai l'impression qu'il y a un peu ce discours-là. Et du coup, je trouve que c'est un peu l'inverse de tout à l'heure. Je trouve que là, il y a quelque chose qui n'est plus de l'ordre de l'humilité et du constat chez Mallarmé, étant donné qu'en se défendant de cela, il dit les gens qui pourraient dire ça ne savent pas lire. Et là, je trouve ça plus problématique. Là, je trouve ça plus problématique. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. C'est comme ça que je l'ai compris. Peut-être que j'ai mal compris, mais c'est comme ça que je l'ai compris. Si on dit que l'écriture est obscure, alors on sait pas lire. C'est un peu réducteur, c'est un peu dommage, je trouve, comme manière de penser. Donc bon, là, je serais pas tout à fait d'accord avec lui si c'est bien ce qu'il a voulu dire. Euh, Sinon, sur le reste du texte, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à saisir là où il voulait en venir. Euh, Il y a quand même une autre idée qui m'était venue en tête pendant la lecture. Attendez, j'essaie de voir si je m'en rappelle. En feuilletant un petit peu. Oui, il y avait aussi cette idée, bah encore une fois, de toute manière, c'est pas pour rien qu'il a écrit un texte qui s'appelle La musique et les lettres. En fait, La musique et les lettres, je pense que ça aurait fait un bon trio de textes avec les deux textes que je viens de vous lire en fait. Donc peut-être j'aurais dû vous le lire, je sais pas trop. J'ai peur de regretter, mais en même temps, ça a l'air vraiment compliqué. Bref, euh, ça a l'air de faire un peu partie d'un trio comme ça parce que c'est que des textes qui parlent de la littérature, de la musique, et il y a ce thème-là qui revient, de la musique et des lettres, et de dire que peut-être les gens ont... peut-être que c'est une pensée de son époque d'ailleurs, je sais pas trop, que peut-être les gens ont abdiqué des parts du pouvoir de la littérature au pouvoir de la musique. Et qu'il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'il dit ça grosso modo, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est perdu là-dedans, et que les gens se sont mis à penser que la musique était capable de choses que la langue n'était pas capable de faire. Alors que pour lui, la langue en est autant capable, si ce n'est plus, de ce que je comprends, si je comprends bien sa thèse encore une fois. Parce que pour lui, la langue en elle-même est productrice de ce mystère, de ses idées et ainsi de suite, et même de ses sonorités et de ses jeux de rythme et ainsi de suite, quoi. Donc j'ai l'impression que c'est un peu une partie de sa thèse, ce qui est intéressant aussi. Mais c'est vrai que c'est très costaud, hein. C'est très costaud cette lecture, on va pas se mytho. Après, il y a un choix vraiment très particulier, je trouve aussi dans sa manière de d'écrire.
C'est-à-dire que déjà les phrases peuvent sembler un peu alambiquées, avec toujours ce qu'on a déjà pu dire la fois passée, une ponctuation un petit peu étonnante à certains moments, le choix de mettre 2 points au lieu de 3 pour les points de suspension, le fait de mettre des virgules à des endroits très chelous et de ne pas mettre de virgule là où ça semblerait évident. Ce qui fait que parfois on a du mal à saisir quel mot se rapporte à quel mot s'accorde avec quel mot, quelle préposition... comment dire? Non, quelle partie de la phrase, donc proposition plutôt. Quelle proposition se rapporte à quel mot, à quelle autre proposition. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu labyrinthique. Et donc il y a aussi dans sa manière d'écrire quelque chose d'assez étonnant. C'est-à-dire que il passe extrêmement souvent des lignes. Il fait des paragraphes où il passe des lignes. Et une fois de temps en temps, tu as juste une phrase ou 2 mots, alors même que c'est la même phrase que le paragraphe précédent. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Genre là, j'ai le scandale, quoique représentatif, s'ensuit hors rapport. Saut de ligne. Quant à une entreprise qui ne compte pas littérairement, saut de ligne, la leur. Saut de ligne. D'exhiber les choses à un imperturbable premier plan, et ainsi de suite. Donc en fait, il y a vraiment une manière d'écrire qui est très particulière. Et je me demande si c'est fait pour mettre en valeur certains mots, si c'est fait pour mettre en valeur certaines phrases. J'ai l'impression que ça a un peu une vocation de cet ordre-là. Et on peut deviner peut-être un peu la, un préambule, euh, un préambule de ce que sera le dernier texte que je vais vous lire. C'est-à-dire le fait d'aller déformer la langue encore plus. Le fait d'aller déformer la langue encore un peu plus loin. Et donc, je vais vous faire une petite introduction au dernier texte que je vais vous lire parce que ça va être très spécial. C'est pas simple, je pense, sans avoir le texte sous les yeux. Oui, je pense que pour le coup, avoir le texte sous les yeux peut t'aider à saisir un peu mieux la pensée et je dirais, la démarche de l'auteur. Donc, je vais vous lire un texte qui s'appelle Un coup de dé jamais n'abolira le hasard, qui est un poème. Cette fois-ci, autant les 2 textes que je viens de vous lire, on pourrait se dire, est-ce que c'est un poème? Est-ce que c'est un poème critique? Est-ce que c'est un commentaire sur son œuvre? Là, vraiment, c'est défini comme un poème. Il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, c'est un poème qui a une forme éclatée. C'est-à-dire que ça pourrait faire penser à des fantaisies d'auteur, je trouve. À... Comment ça s'appelle? Il y a un bouquin qui a fait beaucoup parler ces derniers temps, c'est La Maison des Feuilles, je crois. Qui a fait beaucoup parler parce que le texte est imprimé de manière trop bizarre dans tous les sens, découpé avec des découpages et des collages sur toutes les pages. Le texte est inversé, retourné, ce que vous voulez, bref. Euh, et du coup, tout le monde, je vais vous donner mon avis là-dessus, hein. Je vous donne mon avis tel que je le pense. Ce n'est que mon avis, et c'est pas bien grave si on n'a pas le même, mais je vous donne mon avis. Et tout le monde est en pamoison. Tout le monde est en mode ouah, c'est du génie, c'est incroyable. Et moi, je suis en mode c'est de la branlette intellectuelle, c'est de la merde. C'est mon avis un peu cash. C'est mon avis un peu cash. Après, je suis d'accord pour qu'on en discute et pour que peut-être on me prouve que j'ai eu tort. De la même manière que je serais prêt à lire La Maison des Feuilles pour me rendre compte que je me suis trompé. Mais c'est vrai que mon a priori premier, ça serait de me dire, c'est vraiment, c'est vraiment un auteur qui essaie de se la péter en faisant un truc original, quoi. Ce qui a tendance à m'agacer. Euh, mais, en même temps, je trouve ça giga intéressant, le travail de la langue, et le travail, comme je vous disais, d'aller pousser un peu plus loin les limites de la littérature, d'aller pousser un peu plus loin le domaine artistique. Donc moi, ça me dérange pas du tout ces tentatives, et presque rien que la tentative en soi est agréable, dans le sens que la tentative soit réussie ou ratée, selon moi, le fait d'avoir tenté quelque chose, ça, je trouve ça appréciable et ça, je trouve ça louable. Après, ce qui est difficile, c'est ce que je vous dis, c'est que parfois, on ne sait pas si c'est une vraie tentative, je vais dire, sincère,
de vouloir quelque part explorer de nouvelles dimensions de la littérature, par exemple, ou si c'est vraiment juste regardez, je fais mon intéressant, je suis capable de jongler avec 25 boules en feu sur, sur un tapis de clous en récitant du Rimbaud, machin, machin. Enfin bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Euh, donc voilà, on pourrait partir sur ce genre de considération. On pourrait aussi se dire que ça se rapproche de formes qui ont été plus théorisées, si je puis dire, ou bah voilà, des formes qu'on connaît, même si elles sont pas les plus courantes, comme le calligramme. Le calligramme, c'est donc le poème qui consiste à avoir ces mots arrangés d'une telle manière sur la page qu'ils forment une illustration, ou bien un mouvement ou quelque chose de cet ordre-là. Par exemple, il y a les calligrammes d'Apollinaire qui sont très connus. Il me semble qu'il y a un calligramme sur le soleil et qui du coup organise les mots en un cercle et puis en rayon pour dessiner le soleil. Voilà. Ce genre de choses, ce genre de forme, c'est connu. Donc là, on pourrait dire que c'est peut-être un peu précurseur de ce genre de forme, le texte que je vais vous lire, puisque le texte est écrit n'importe comment. Enfin, il est éclaté sur la page. Je vous montre un exemple. Il est éclaté sur la page avec des mots en bien plus grand que d'autres, avec des mots aussi en bien plus petits que d'autres. Mais genre, vraiment, c'est assez choquant même, je trouve. Il y a certains mots qui sont en italique, il y a certains mots qui sont en, en droit, si je peux dire. Je sais pas, d'ailleurs, il doit y avoir un mot pour dire ça, mais voilà. Il y a des bouts de phrases de ci, de là. Parfois, c'est juste un mot, parfois, c'est juste une phrase. Parfois, c'est juste un bout de phrase. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de ponctuation de ce que je vois. Donc voilà, on est sur une forme très particulière. Très, très particulière. Et ce qui est intéressant, c'est que accompagne ce poème. En gros, alors voilà, j'essaie de me souvenir de ce que j'ai lu. Voilà, c'est ça. Il me semble que ce poème a été jugé un peu complexe à appréhender par les éditeurs de Mallarmé. Et que du coup, il a été demandé à Mallarmé s'il ne pouvait pas produire un texte qui explicite un petit peu sa démarche. Ce que je trouve giga intéressant. Ce que je trouve aussi giga intéressant, c'est qu'a priori, Mallarmé n'était pas très heureux de devoir faire ça. Parce que Mallarmé, justement, trouvait que il n'y avait pas besoin d'explication et qu'il fallait pas en donner presque. Donc ça, je trouve ça giga intéressant aussi. Je trouve ça giga intéressant aussi. Ça rejoint des questions que je me suis posées moi-même, dont j'ai déjà parlé avec vous, sur mon premier livre et aussi au sein de mon deuxième livre que je suis en train d'écrire, enfin de corriger, où j'ai des réflexions justement là-dessus, sur est-ce qu'il faut expliquer sa littérature, parce que à la fois ça peut avoir un attrait, je comprends en quoi ça peut être intéressant, je comprends en quoi des lecteurs voudraient avoir l'explication de l'auteur. Je vois en quoi ça peut ouvrir des portes et en quoi ça peut être giga intéressant de s'intéresser à ça. Giga intéressant de s'intéresser. Je parle super bien, hein. Bref, donc je vois l'attrait. Et en même temps, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je suis dans la position de celui qui écrit du coup, mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir un point de vue comme ça insistant en moi qui me dit presque instinctivement je dois pas expliquer le texte. Comme si, euh, comme si bah voilà, le texte se faisait et après, chacun sa version, quoi. C'est à vous de vous faire votre version de ce que vous pensez du texte et ainsi de suite. Hmm. Pour moi, je pense qu'il y a un peu comme ça un truc de liberté. Je pense que c'est lié à la liberté chez moi, en tout cas. Un truc de je ne veux pas vous imposer mes visions, je ne veux pas vous imposer ma manière de voir la chose et ma manière de lire la chose, de ma manière de comprendre la chose. Il y a peut-être des choses que vous voyez que moi je vois pas.
Et je pense qu'il y a un truc comme ça de l'ordre de ne pas vouloir influencer l'autre et de vouloir lui laisser la pleine liberté de comprendre à sa guise, si je peux dire. Et quelque part, de faire sien sa lecture et de faire sien le texte. Et de pouvoir picorer ce qui l'intéresse, laisser ce qui l'intéresse pas. Presque refaire littérature par-dessus le texte. En réorganisant les idées, en recomprenant un peu ce qui se passe et tout pour lui. Je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Bref. En tout cas, je ne sais pas encore une fois si c'est ce que dit Mallarmé ou non. Mais Mallarmé dit des choses intéressantes dans cette explicitation de son texte. Il dit des choses intéressantes, notamment sur la lecture à voix haute. Et ça m'a intéressé de fou, mais ça m'a mis dans la merde aussi. Parce que du coup, je suis pas sûr de bien saisir quels sont ses conseils pour faire une lecture à voix haute de son texte. Donc, je vais me tenter à un exercice périlleux. Je vais me tenter à une lecture à voix haute du poème Un coup de dé jamais n'abolira le hasard, qui a une forme très particulière et qui, d'après Mallarmé, par sa forme particulière, nécessite une manière de lire très particulière également. J'ai l'impression, par exemple, qu'il demande à ce que les mots écrits en gros soient dits plus fort et que les mots écrits en petit, en petite police, soient dits moins fort. Par exemple. J'avais eu ce sentiment de comprendre cela. Donc je vais essayer l'expérience, je vais essayer de m'y mettre, mais je vous promets pas que ça sera beau. Parce que ça va être un first try et ça risque d'être compliqué. Étant donné que son observation relative au poème ne dure que 2 pages, je vais commencer, avant de faire la lecture du poème, par vous lire un petit peu les clés qu'il donne pour entrer dans ce poème. Et puis j'enchaînerai directement avec le poème qui est assez court. Du coup, je te souhaite une bonne écoute, Charline. Je souhaite une bonne écoute à tous ceux dans l'ombre du chat et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. On est parti pour cette expérience un peu particulière. Un coup de dé jamais n'abolira le hasard. Observation relative au poème, donnée dans Cosmopolis le 4 mai 1897. J'aimerais qu'on ne lût pas cette note, ou que parcourue, même on l'oublia. Elle apprend, au lecteur habile, peu de choses situées outre sa pénétration. Mais peut troubler l'ingénu devant appliquer un regard aux premiers mots du poème pour que de suivants, disposés comme ils sont, l'amènent au dernier, le tout sans nouveauté qu'un espacement de la lecture. Les blancs, en effet, assument l'importance, frappent d'abord. La versification en exigea, comme silence alentour, ordinairement, au point qu'un morceau lyrique ou de peu de pieds occupe, au milieu, le tiers environ du feuillet. Je ne transgresse cette mesure, seulement la disperse. Le papier intervient chaque fois qu'une image d'elle-même cesse ou rentre, acceptant la succession d'autres, et, comme il ne s'agit pas, ainsi que toujours, de traits sonores réguliers ou verts, plutôt de subdivisions prismatiques de l'idée, l'instant de paraître et que dure leur concours dans quelque mise en scène spirituelle exacte, c'est à des places variables, près ou loin du fil conducteur latent, en raison de la vraisemblance, que s'impose le texte. L'avantage, si j'ai droit à le dire, littéraire, de cette distance copiée qui mentalement sépare des groupes de mots ou les mots entre eux, semble d'accélérer tantôt et de ralentir le mouvement, le scandant, l'intimant même selon une vision simultanée de la page. Celle-ci prise pour unité comme l'est autre part le vers ou ligne parfaite. La fiction affleurera et se dissipera vite d'après la mobilité de l'écrit, autour des arrêts fragmentaires d'une phrase capitale dès le titre introduit et continué. Tout se passe par raccourci, en hypothèse. On évite le récit. Ajoutez que de cet emploi à nu de la pensée avec retrait, prolongement, fuite, où son dessin même résulte, pour qui veut lire à haute voix, une partition. La différence des caractères d'imprimerie entre le motif prépondérant, un secondaire et d'adjacent,
dicte son importance à l'émission orale et la portée moyenne, en haut, en bas de page, notera que monte ou descend l'intonation. Seules certaines directions très hardies, des empiètements, etc., formant le contrepoint de cette prosodie, demeurent dans une œuvre qui manque de précédent à l'état élémentaire. Non que j'estime l'opportunité d'essais timides, mais il ne m'appartient pas, hormis une pagination spéciale ou de volume à moi, dans un périodique même valeureux, gracieux et invitant qu'il se montre aux belles libertés, d'agir par trop contrairement à l'usage. J'aurais, toutefois, indiqué du poème ci-joint mieux que l'esquisse, un état qui ne rompe pas de tous points avec la tradition. Pousser sa présentation en main sens aussi avant qu'elle n'offusque personne, suffisamment pour ouvrir des yeux. Aujourd'hui, ou sans présumer de l'avenir qui sortira d'ici, rien ou presque un art, reconnaissons aisément que la tentative participe, avec imprévu, de poursuites particulières et chères à notre temps, le vers libre et le poème en prose. Leur réunion s'accomplit sous une influence, je sais, étrangère, celle de la musique entendue au concert. On en retrouve plusieurs moyens m'ayant semblé appartenir aux lettres, je les reprends. Le genre, que s'en devienne un comme la symphonie, peu à côté du chant personnel, laisse intact l'antique vers, auquel je garde un culte, et attribue l'empire de la passion et des rêveries. Tandis que ce serait le cas de traiter, de préférence ainsi qu'il suit, tel sujet d'imagination pure et complexe ou intellect, que ne reste aucune raison d'exclure de la poésie, unique source. Poème. Un coup de dé jamais n'abolira le hasard. Par Stéphane Mallarmé. Un coup de dé. Jamais, quand bien même lancé dans des circonstances éternelles, du fond d'un naufrage, soit que l'abîme, blanchi, étale, furieux, sous une inclinaison, plane désespérément, d'elle, la sienne, part, avance retombée d'un mal adressé le vol, et couvrant les jaillissements, coupant au ras les bonds, très à l'intérieur résume, l'ombre enfouie dans la profondeur par cette voile alternative, jusqu'adaptée à l'envergure, sa béante profondeur en tant que la coque d'un bâtiment penché de l'un ou l'autre bord. Le maître surgit, inférent, de cette conflagration, que ce, comme on menace, l'unique nombre qui ne peut pas, hésite, cadavre par le bras, plutôt que de jouer, en maniaque chenu, la partie au nom des flots. Un naufrage cela, hors d'anciens calculs, où la manœuvre avec l'âge oublié, jadis il empoignait la barre, à ses pieds, de l'horizon unanime, prépare, s'agite et mêle, au point qu'il étreindrait un destin et les vents. Être un autre, esprit, pour le jeter dans la tempête, en reployer la division et passer fier, écarté du secret qu'il détient. Envahit le chef, coule en barbe soumise, direct de l'homme, sans nef n'importe, ou vaine. Ancestralement à n'ouvrir pas la main, crispée, par-delà l'inutile tête, lègue en la disparition, à quelqu'un ambigu, l'ultérieur démon immémorial, ayant, de contrée nulle, induit, le vieillard vers cette conjonction suprême avec la probabilité, celui, son ombre puérile, caressé et poli et rendu et lavé, assoupli par la vague et soustraite aux dures eaux perdues entre les haies, né, d'un nez bas, la mer par l'aïeul tentant ou l'aïeul contre la mer, une chance oiseuse, fiançailles, dont le voile d'illusion rejaillit leur hantise, ainsi que le fantôme d'un geste, chancellera, s'affalera, folie, n'abolira, comme si une insinuation au silence, dans quelque proche voltige, simple, enroulé avec ironie, ou le mystère précipité hurlé, tourbillon d'hilarité et d'horreur autour du gouffre, sans le joncher ni fuir, et en berce le vierge indice, comme si, plume solitaire et perdue, sauf que la rencontre où les fleurs une toque de minuit et immobilise,
au velours chiffonné par un esclavement sombre, cette blancheur rigide, dérisoire, en opposition au ciel, trop, pour ne pas marquer exiguement quiconque, prince amer de l'écueil, sans coiffe comme de l'héroïque, irrésistible mais contenu par sa petite raison virile, en foudre, soucieux, expiatoire et pubère, muet. La lucide et seigneuriale aigrette au front invisible scintille, puis ombrage, une statue mignonne ténébreuse en sa torsion de sirène, par d'impatientes scames ultimes, rire que, si, de vertige, debout, le temps de souffleter, bifurquer, un roc, faux manoir, tout de suite, évaporé en brume, qui imposa une borne à l'infini. C'était, issue stellaire, ce serait, pire, non, davantage ni moins, indifféremment mais autant. Le nombre. Exista-t-il, autrement qu'hallucination éparse d'agonie? Commença-t-il et cessa-t-il, sourdant que nié et clos quand apparut enfin, par quelque profusion répandue en rareté, se chiffra-t-il, évidence de la somme pour peu qu'une, illumina-t-il le hasard? Choix, la plume, rythmique suspendue sinistre, s'ensevelir aux écumes originelles, naguère d'où sursauta son délire jusqu'à une cime flétrie, par la neutralité identique du gouffre. Rien. De la mémorable crise où ce fut l'événement. Accompli en vue de tout résultat nul, humain, n'aura eu lieu, une élévation ordinaire verse l'absence, que le lieu, inférieur clapotis quelconque comme pour disperser l'acte vide, abruptement qui sinon, par son mensonge, eût fondé la perdition. Dans ces parages du vague, en quoi toute réalité se dissout, excepté, à l'altitude, peut-être, aussi loin qu'un endroit, fusionne avec au-delà, or l'intérêt, quant à lui signalé, en général, selon telle obliquité par telle déclivité, de feu. Vers, ce doit être, le septentrion aussi nord, une constellation, froide d'oubli et de désuétude, pas tant qu'elle n'énumère, sur quelque surface vacante et supérieure, le heurt successif, sidéralement, d'un compte total en formation. Veillant, doutant, roulant, brillant et méditant, avant de s'arrêter, à quelque point dernier qui le sacre. Toute pensée émet un coup de dé. Et c'est la fin du poème. Un coup de dé, jamais n'abolira le hasard. Ce sera donc également la fin du live du jour. Nous passons à l'outro du live, les amis. C'est également, je le rappelle, la fin de notre lecture de Mallarmé, puisque c'était le dernier texte de Mallarmé que je vous lisais. Voilou. Et du coup, bonjour Algo. Alors non, je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux sur ce que tu es en train de dire. Je live beaucoup le dimanche après-midi. Ça fait... ça doit faire au moins 5 semaines que je live quasiment, même peut-être plus. Ça doit faire peut-être 6-7 semaines, je sais plus. Attendez, j'ai fait 4 lives Mallarmé. J'ai fait 2 lives. Allez, ça fait peut-être 5 semaines que je live quasiment tous les dimanches. Mais ouais. Je comprends. En tout cas, tenez-vous au courant sur Facebook, Twitter, Discord, Instagram. Je mets les lives. Je vous explique aussi vite que je le peux à chaque fois qu'il y aura des lives. Oui, j'ai fait la bibliothèque aussi. En fait, Algo, ces dernières semaines, j'ai fait la lecture de Mallarmé. Sur 4 épisodes, j'en ai fait 3 dimanche. Enfin, j'en ai fait 3 le dimanche. Et j'ai fait aussi 2 émissions le dimanche où je faisais le répertoriage de ma bibliothèque. Voilà.
Enfin bon, c'est pas bien grave, hein. Ça fait plaisir que tu sois là, hein. Y a pas de souci que tu n'aies pas été là aux fois précédentes. L'important c'est que tu sois là maintenant. Euh, ok. Alors je sais pas ce que t'en auras pensé, Charline, du coup. J'ai vraiment kiffé, moi. Je vous avoue que j'ai vraiment kiffé. Et je trouve que le petit texte explicatif du poème par Mallarmé recoupe beaucoup le texte Le mystère dans les lettres et Crise de verre. Et certainement, j'imagine, la musique et les lettres. Donc il y a une certaine cohérence dans tout ça que j'apprécie beaucoup. Encore une fois, on voit qu'il réaffirme que il idolâtre la façon classique, on va dire, d'écrire des poèmes en vers, en versification et ainsi de suite. Voilà, qu'il n'a pas d'animosité envers ça, que c'est vraiment quelque chose qu'il apprécie, que c'est juste une tentative de faire autre chose. Et moi, c'est une démarche qui me plaît beaucoup. C'est une démarche qui me plaît beaucoup, l'idée de faire des tentatives comme ça, en tant qu'auteur, mais même en tant qu'artiste, globalement, je pense. J'aime que on prenne son domaine artistique et qu'on le questionne et qu'on essaie de le pousser dans ses retranchements, quoi. Je trouve qu'il y a, je trouve qu'il y a une certaine vivacité, je sais pas si c'est vraiment le mot, vivacité ou vitalité, je saurais pas dire, à faire ça. Enfin ouais, j'ai bien apprécié perso. C'est pas trop ma came perso. Je peux comprendre, Charline, je peux comprendre. C'était vraiment particulier, mais c'est vrai que j'ai bien apprécié. Après, ce qui est très drôle aussi, c'est que j'ai l'impression encore une fois que c'est une lecture qu'il faudrait peut-être ne pas faire qu'à l'écrit pour le coup, parce que c'est une lecture un peu sensorielle. C'est-à-dire que le fait pour moi d'avoir les mots éclatés sur la page devant les yeux, ça crée quelque chose de différent. Étant donné que je suis habitué à l'objet livre, bah là ça crée vraiment quelque chose de différent d'avoir une organisation si particulière des mots. De même que, il me semble, j'avais lu dans les notes, qu'en fait on pourrait organiser le texte d'une manière tout à fait différente. C'est-à-dire que moi je vous ai lu à chaque fois la page de gauche et la page de droite. Il me semble qu'à certains moments, il aurait été possible de lire les mots sur la page de gauche et de les poursuivre sur la page de droite. Et du coup de faire une lecture comme ça des deux pages en même temps. Je pense qu'à certains endroits c'était faisable. Ouais, carrément. Je pense que c'était carrément faisable. Et du coup ça fait perdre un peu les repères et ça crée de la multiplicité. Par exemple, là, ça se voit beaucoup là-dessus. C'est là où je me suis fait la réflexion. C'est qu'il y a des mots qui sont beaucoup trop près du milieu de la page par rapport à ce qui est habituel. Et je me suis dit, c'est bizarre, on dirait qu'on peut lire de l'autre page sur l'autre, d'une page sur l'autre. Ce qui est un peu le cas aussi, même quand c'est pas aussi évident visuellement parlant. Genre, c'était issu stellaire, ce serait, nanana, bah on pourrait lire, c'était le nombre, issu stellaire, enfin voilà. Donc, non, en fait, il y a des tonnes de manières de lire le texte, j'ai l'impression. On pourrait décider, par exemple, de lire toutes les phrases qui sont écrites en capital. On pourrait décider de lire toutes les phrases qui sont en italique, toutes les phrases qui sont en petite police. On pourrait prendre des mots qui ont une place très spéciale au début, qui sont écrits en très gros, comme un coup de dé jamais, et n'abolira le hasard, qui viennent beaucoup plus tard dans le texte. On pourrait du coup les relier à ce moment-là. Euh, Donc ouais, en fait, c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est que c'est presque un texte à expérimenter. C'est presque un texte à expérimenter, à jouer, à se dire, ah là j'aurais pu faire ça, et puis là, hop, j'aurais pu lire de telle manière, là je pourrais. Donc je comprends complètement ce qu'il dit dans son introduction et dans sa présentation du texte, quand il dit qu'il y a quelque chose d'une idée éclatée. Alors il dit pas le mot éclaté, je crois, je sais plus, mais en tout cas cette idée que l'idée est présente, mais elle se donne pas facilement et elle est présente partout, de manière peut-être un petit peu absconse. Est-ce que ça se dit absconse? En tout cas, c'est abscon. Mais qu'on peut aller chercher. Enfin, je sais pas, j'aime beaucoup la démarche en fait. Je trouve ça intéressant comme démarche. Alors, je dis pas que ça me ferait kiffer de lire
l'intégralité d'un roman de cette manière-là. Franchement, je crois pas même. Mais comme ça, en tant qu'expérience, je trouve ça assez ludique en fait. Et assez ouverture d'imaginaire, quoi. Euh, Comme on parlait la dernière fois de l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle. Bah là, c'est un peu ça. C'est un peu ce texte-là donne à imaginer d'autres manières d'envisager la littérature, d'autres manières de lire. Donc c'est en cela que je trouve la démarche intéressante. Je lis juste cette page en faisant de gauche à droite, voir si ça rend bien. Comme si une insinuation simple, au silence enroulé avec ironie ou le mystère précipité hurlé, dans quelques proches tourbillons d'hilarité et d'horreur, voltige autour du gouffre, sans le joncher ni fuir, et en berce le vierge indice. Ouais, clairement, on peut lire de gauche à droite, c'est clair et net. C'est clair et net qu'on peut lire de gauche à droite. Ça me donne envie de plonger dans ce poème et de le retourner dans tous les sens, de le triturer. Je trouve ça trop intéressant. Et du coup, c'était marrant d'avoir, parce que bah, ça m'est jamais arrivé sur 60 lectures, d'avoir l'auteur qui me donne des conseils de comment lire son texte à voix haute. Je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle. J'espère avoir à peu près fait honneur à ce qu'il imaginait, avec l'idée de prendre son texte comme une partition de musique, où l'emplacement des mots et la manière dont ils sont écrits doit influencer sur ma manière de le lire. J'espère avoir à peu près respecté son souhait. C'était très intéressant comme expérience. J'ai bien aimé. Bah voilà, on a terminé Poésies et autres textes de Stéphane Mallarmé. Alors, en vérité, ce recueil ne regroupe pas toute l'œuvre de Mallarmé. Ça regroupe, je dirais, ce qu'il y a de plus important, de ce que j'ai compris. Euh, la musique et les lettres, je vais peut-être le lire moi en off, mais je vous avoue que je pense pas vous le lire en live. Je suis désolé. Si vraiment vous me dites en commentaire que certains sont intéressés, peut-être que je le ferai, mais j'ai l'impression que c'est vraiment difficile à faire à l'oral et que ce serait peut-être un peu ennuyeux. À voir, à voir. Je pense vraiment que ce sera le dernier live sur Malarmé. Mais ça a été super intéressant à découvrir. Je pense que on partira la prochaine fois qu'on fera de la poésie. On partira sur de la poésie de Victor Hugo parce que bah, il en a parlé tout à l'heure d'ailleurs. Mais c'est vrai que de la poésie de Victor Hugo, j'en ai jamais lu. Et Victor Hugo, bah, c'est un peu un monument, que ce soit dans la littérature ou dans la poésie plus spécifiquement. Donc, ouais, je pense que la prochaine forme poétique que nous lirons, ce sera du Victor Hugo. Mais ça sera pas pour tout de suite, parce que j'aime bien varier les plaisirs. Donc, du coup, pour répondre à la question d'Algo, qu'est-ce qui arrivera ensuite? Eh bien, déjà, les mardis et vendredis à 21h, nous allons poursuivre la lecture des Contes nocturnes d'Hoffmann. Et puis, le dimanche 14h, je dis pas que ce sera le créneau ad vitam aeternam, je sais pas si je vais fixer ce créneau. Mais en tout cas, pour le moment, ça se goupille comme ça plutôt bien. Nous enchaînerons, je pense, avec le banquet de Platon, donc de la philosophie. Je pense qu'on va faire ça. Éventuellement Cyrano de Bergerac, mais ça me paraît d'une complexité folle de refaire du théâtre. Éventuellement, éventuellement. L'expérience avait été cool quand on avait lu Macbeth, mais c'est vrai que je me dis que c'est très compliqué. Donc éventuellement, on se fera peut-être du Cyrano de Bergerac, un de ces quatre. Et puis aussi, voilà, le retour, comme je disais, des émissions d'exploration de ma bibliothèque. Plus les émissions de gaming à venir sur Songs Avenue Nu, plus d'autres émissions qui viendront peut-être si j'ai le temps, l'envie, la motivation, les idées, tout ça, tout ça. Bref, j'ai du mal à donner mon sentiment global sur Malarmé parce que d'un côté, je trouve ça très intéressant. D'un côté, je trouve que, en fait, c'est ça. Je pense, si je suis complètement honnête, que ce que je préfère, c'est la démarche plutôt que le style en soi. C'est-à-dire que je pense que je respecte sa manière de voir les choses et que je respecte sa manière d'avoir fait de la littérature et tout, mais que sa littérature en tant que telle, c'est pas forcément ce que je préfère moi. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de cela dans mon ressentiment sur Malarmé.
Euh, Après, je suis très content de l'avoir découvert et globalement, je trouve ça plutôt sympathique. Donc voilà. C'est pourquoi, pour moi, je pense pas que ça serait. J'essaie d'imaginer si je le plaçais dans ma tier list, mais j'ai vraiment du mal. Encore une fois, ma tier list ne reflète que mes goûts, mais selon mes goûts, je pense pas que je le mettrais en génial, je pense pas que je le mettrais en très bon, et encore que, je pense que je le mettrais en dans sympa, mais dans le haut sympa. Je pense que je le mettrais dans le haut sympa à la limite du très bon. À la limite du très bon bas, on va dire. Voilà, il faudrait une case intermédiaire entre sympa et très bon, je pense, pour Malarmé, pour moi. Un truc comme ça. Encore une fois, selon vraiment mes goûts, là, je vous parle. Hein. C'est pas du tout un jugement de valeur, voilà. Ok, ok. Je suis un peu troublé par cette lecture. J'ai vraiment bien kiffé aujourd'hui, en fait. Je m'attendais pas à kiffer autant ces textes aussi obscurs de Malarmé aujourd'hui. Mais j'ai vraiment bien kiffé, je crois. Hmm. C'était intéressant comme expérience. Allez, trêve de bavardage. Comme je vous le disais, les semaines à venir vont être extrêmement difficiles dans le sens chamboulé et dans le sens ça va être impossible pour moi quasiment de vous dire ce qu'il se passe en termes de live pour 2 semaines. En novembre ça va se calmer, mais là pour les 2 semaines à venir ça va être très dur pour moi de vous tenir au courant de est-ce qu'il y aura un live, est-ce qu'il y aura pas de live et ainsi de suite. Le seul live à l'heure actuelle dont je peux vous certifier qu'il aura lieu, c'est le live de mardi 21h sur Conte Nocturne d'Hoffman avec la nouvelle Ignace Denner. Donc voilà, on se retrouve mardi 21h pour cette lecture. C'est notre seul rendez-vous sûr, à part si vous me rejoignez en veillée ce soir sur Discord. N'hésitez pas, si vous m'avez suivi sur YouTube, à laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de la vidéo, à laisser un commentaire, pourquoi pas vos interprétations sur ce que j'ai pu lire de Malarmé, parce que c'est vrai que c'est assez difficile à tout comprendre. Peut-être que vous avez eu des compréhensions différentes. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les réseaux pour être tenu au courant de tout ce qui se passe sur la chaîne. Et ma foi, je vais vous dire merci Charline, merci Algo, merci Gaspard d'être passé, ça m'a fait plaisir de vous croiser. Je vous souhaite une bonne fin de samedi dimanche. À la prochaine pour une prochaine lecture. À mardi. Bye bye.